La veille de Noël, dans la maison de mon fils, je venais de poser un plateau de biscuits fait maison lorsque ma belle-fille me l'a arraché des mains et m'a fourré une paire de gants en caoutchouc dans les mains. Arrête de faire des histoires. Les invités arrivent bientôt. Va frotter la vaisselle et ne me mets pas dans l'embarras. Elle a même eu un sourire narquois en direction de son amie. Ma belle-mère n'a sa place qu'à l'évier. Je me suis figée. L'humiliation et les années passées à ravaler ma fierté pour maintenir la paix dans cette famille m'ont frappée de plein fouet. J'ai compris que dans cette maison, je n'étais rien de plus qu'une domestique non rémunérée. Lorsqu'elle m'a jeté un sac poubelle dans les mains, j'ai retiré les gants et j'ai dit calmement « Je ne ferai pas la vaisselle ce soir ». Je me suis détournée, j'ai ouvert mon téléphone et j'ai relu l'email d'un cabinet d'avocats concernant un héritage inattendu à mon nom. Elle n'avait aucune idée que dans quelques jours, cette table de dîner aurait une nouvelle hôtesse et que ma belle-fille paierait pour tout ce que j'avais enduré. Si vous écoutez toujours, dites-moi d'où vous regardez. Chaque commentaire que vous laissez est une nouvelle marque dans ce voyage. Et si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas d'appuyer sur « J'aime » pour qu'elle puisse aller encore plus loin. Mon nom est Hélène Lambert, j'ai 66 ans, veuve depuis 10 ans. J'ai passé ma vie dans un petit village des Vosges, dans une modeste maison en bois près des pins, que j'appelais affectueusement les pins dorés. J'étais institutrice en école primaire, un travail tranquille, suffisant pour élever mon fils unique, David Lefebvre. Depuis la mort de mon mari, mes joies étaient mon petit jardin, un vieil appareil photo et des cours à temps partiel au centre communautaire. Je pensais avoir rempli tous mes devoirs de mère. Je ne me suis pas remariée, je n'ai jamais rien demandé. J'ai déversé tout mon amour sur David, voulant simplement qu'il ait une famille heureuse. Mais après que David a épousé Mélissa, les choses ont changé. Elle est belle, éduquée, avec une conversation facile, mais derrière son apparence polie se cachait un dédain froid. Les premières années, Mélissa semblait agréable. Elle m'appelait « maman », m'envoyait des cadeaux d'anniversaire, m'invitait à dîner. Lentement, j'ai réalisé que ma place n'était que celle de baby-sitter et de femme de ménage, rien de plus. Chaque fois qu'ils étaient occupés, on me demandait de garder les enfants, de cuisiner, de faire la lessive. J'ai d'abord pris cela comme de l'amour et une responsabilité, jusqu'à ce que chaque « merci » disparaisse et se transforme en ordre. « Maman, pourrais-tu, s'il te plaît, faire la vaisselle ?» est devenu « tu dois faire la vaisselle ». Maman, si tu es libre, est devenu « maman, fais ça maintenant ». Et David, mon fils, restait silencieux. Il n'est pas cruel, juste faible. Ses yeux disaient qu'il savait que sa femme dépassait les bornes, mais il n'avait pas le courage de l'affronter. Je ne l'ai jamais blâmé. Les hommes pris entre deux femmes choisissent souvent le silence pour maintenir la paix. Mais ce silence me rendait de plus en plus petite. Cet hiver-là, j'ai préparé des sablés de Noël à la main, une tradition familiale depuis que David était petit. Je me souviens, quand il avait 7 ans, il disait « Maman, tes biscuits sont les meilleurs du monde ». J'ai souri en pensant qu'un jour, il dirait la même chose à sa femme et à ses enfants. Mais lorsque j'ai apporté le plateau, Mélissa l'a écarté comme si j'avais apporté des ordures. Au moment où elle m'a enfoncé ses gants en caoutchouc dans les mains, j'ai vu clair. Chaque sacrifice que j'avais fait était devenu insignifiant. Je n'étais plus une mère, juste une ombre silencieuse au service de la fête de quelqu'un d'autre. J'ai lutté contre les larmes, mon cœur battant si fort que ça faisait mal. Je voulais crier, partir, mais cette vieille voix dans ma tête a résonné. Ne fais pas de scène, Hélène. Ton fils aura honte. J'avais entendu cette voix des centaines de fois
et j'avais toujours choisi le silence. Mais pas ce soir. Quand Mélissa m'a jeté un sac poubelle dans les mains, je me suis sentie étrangement calme. J'ai enlevé les gants, les ai posés sur le comptoir, et j'ai dit d'une voix ferme et assurée: « Je ne ferai pas la vaisselle ce soir. » La pièce est devenue silencieuse. Mélissa et David se sont figés. Personne n'était habitué à ce que je dise non. J'ai souri, je me suis détournée, et j'ai ouvert mon téléphone. Dans ma boîte de réception se trouvait l'email du cabinet d'avocats Chevalier & Associés, reçu ce matin-là. Chère Madame Hélène Lambert, nous représentons la succession de la défunte photographe Marguerite Dubois. Vous êtes désignée comme l'unique bénéficiaire dans son testament. Veuillez nous contacter dès que possible. J'ai relu cette phrase, sentant un rayon de lumière percer les années sombres. Marguerite, mon amie d'université de Paris, celle qui m'avait appris à voir le monde à travers un objectif, était décédée il y a 2 semaines. Je ne savais pas pourquoi elle m'avait tout laissé. Peut-être se souvenait-elle de l'ami pauvre qui partageait autrefois une miche de pain dans une chambre de bonne mal chauffée. Alors que la musique de Noël montait du salon, je me suis assise tranquillement à la table de la cuisine, les doigts tremblants. J'ai pensé aux années d'efforts acharnés, aux fois où j'avais ravalé mes larmes pour ne déranger personne, et au fils que j'avais aimé plus que moi-même. Une pensée s'est élevée, nette et claire. Il est temps de vivre pour moi. Quand je suis partie, la neige tombait sur le porche. David a couru après moi, la voix tremblante. « Maman, ne sois pas en colère contre Mélissa. Elle est juste allée un peu trop loin. » Je me suis retournée avec un sourire doux. « Mon fils, certaines choses ne sont pas un peu. Certains mots vous réveillent. » Je l'ai serré dans mes bras, sans colère, juste étrangement légère. Cette nuit-là, de retour dans ma petite maison, j'ai réchauffé une théière et relu l'email. J'ai ouvert mon ordinateur portable et tapé une courte réponse. « Cher maître Chevalier, je confirme mon identité. Veuillez me donner plus de détails sur la succession de Marguerite Dubois. » Quelques minutes plus tard, une réponse est arrivée. « Madame Lambert, félicitations. En vertu du testament valide, vous héritez de l'entière propriété à Aix-en-Provence, ainsi que d'un fonds en fiducie laissé par la défunte artiste Dubois. Nous vous enverrons la documentation complète et vous invitons à notre cabinet pour finaliser les formalités dans les 10 jours. » Je suis restée assise, submergée de sentiments que je ne pouvais nommer. Aix-en-Provence, un endroit où je n'avais jamais mis les pieds, était soudainement la clé d'un nouveau chapitre de ma vie. J'ai levé les yeux et j'ai vu mon visage se refléter dans la fenêtre embuée. Les rides, les pas de doigts, tout racontait l'histoire d'une femme qui avait trop donné et n'avait pas été reconnue. J'ai touché légèrement la vitre et j'ai murmuré. « Hélène, tu en as assez fait. Maintenant, c'est à ton tour de vivre. » Le lendemain matin, je me suis levée tôt, j'ai préparé du café et j'ai écrit quelques notes pour moi-même. 1. Rappeler maître Chevalier. 2. Réserver un train pour Aix-en-Provence. 3. Ne rien dire à David et Mélissa. Je savais que s'ils l'apprenaient, ils essaieraient de s'en emparer. Mélissa ne néglige jamais rien de valeur. À midi, Mélissa a appelé, mielleuse. « Maman, tu dois être en colère contre moi pour hier soir. Mais tu sais, je veux juste que tout soit parfait, n'est-ce pas? Oh, et ne cuisine rien pour Noël. Apporte juste ton tablier. » J'ai répondu doucement. « D'accord. » Elle a ri. « Super, je savais que tu comprendrais. » Quand l'appel s'est terminé, j'ai posé le téléphone, étrangement calme. J'ai commencé à plier des vêtements et à glisser de vieilles photos de Marguerite dans un sac. La lumière de l'après-midi inondait la pièce. L'odeur des pins flottait par la fenêtre. J'ai regardé autour de moi la maison où j'avais pleuré, ri et sacrifié,
et j'ai su que je ne serais plus là pour très longtemps. Cette nuit-là, je me suis tenue devant le miroir et j'ai lissé mes cheveux argentés que je n'avais pas brossés correctement depuis des lustres. Sous la lumière chaude, mon visage semblait fatigué mais fier. J'ai murmuré comme un vœu à moi-même. Maintenant, c'est à mon tour de mettre la table. Et je savais que dans quelques jours, l'équilibre du pouvoir dans ma famille et dans ma vie basculerait pour de bon. Le lendemain matin, alors que les premiers rayons de soleil se glissaient à travers les rideaux fins, j'ai reçu un appel d'un numéro de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. La voix d'une femme, douce mais ferme, s'est fait entendre. « Est-ce que je parle à Hélène Lambert ? Je suis Éléonore Chevalier, l'avocate en charge de la succession de la défunte photographe Marguerite Dubois. Tout d'abord, veuillez accepter mes condoléances. » Mon cœur a sauté un battement. Ce nom, Marguerite, a ramené une vieille époque à la vie. J'ai répondu doucement. Oui, j'étais son amie il y a très longtemps. Je suis heureuse de l'entendre, a poursuivi Maître Chevalier. Vous êtes désignée comme l'unique héritière légale dans le testament. La maison historique de Mademoiselle Dubois à Aix-en-Provence, ainsi que l'ensemble de sa collection de photographies, ses antiquités et un fonds en fiducie évalué à 8 millions d'euros, vous seront transférés dans les 60 jours. J'ai agrippé le téléphone, les doigts froids. Je n'arrive pas à le croire. Pourrait-il y avoir une erreur ? Non, Madame Lambert, dit-elle, d'une voix chaleureuse mais sans équivoque. Mademoiselle Dubois a écrit ceci. Je laisse tout à la seule amie qui a vu la lumière en moi-même quand je ne pouvais pas la voir moi-même. Je suis restée silencieuse un long moment. Maître Chevalier a fait une pause, puis a ajouté « Il y a juste une condition dans le testament. Mademoiselle Dubois voulait que vous retourniez à l'art. Spécifiquement, elle a écrit « Hélène doit reprendre un appareil photo, car c'est à travers l'objectif qu'elle est vraiment elle-même. » J'ai ri doucement à travers mes larmes. Je n'avais pas touché un appareil photo depuis plus de 40 ans. Je n'avais jamais osé me qualifier d'artiste. Depuis que j'avais quitté Paris, j'avais mis de côté toute ma passion pour être une bonne mère. Éléonore a continué. Je sais que c'est beaucoup, mais Mademoiselle Dubois a tout préparé avec soin. Dans une note privée qui vous est adressée, elle a dit « Si jamais tu te sens perdu, reviens à Aix. Là, tu te retrouveras. » Un long silence s'est étiré. J'entendais le tic-tac de l'horloge sur le mur, le vent qui se glissait dans le cadre de la porte, mon cœur battant régulièrement et lentement. Finalement, j'ai murmuré « Merci, Maître Chevalier. Je viendrai à Aix-en-Provence. » Après l'appel, je suis restée assise près de la fenêtre pendant un long moment. Dehors, la neige recouvrait la cour, le toit du porche, même l'orchidée que j'avais soignée tout l'automne. Le monde était si silencieux que je pouvais entendre mes larmes tomber dans mes paumes. J'ai ouvert un vieux tiroir et j'ai sorti une petite boîte en bois. À l'intérieur se trouvait un Nikon FM2 rouillé par le temps. J'ai doucement essuyé la poussière, touché l'objectif rayé et j'ai vu le sourire de Marguerite, l'amie qui m'avait un jour entraînée dans les rues de Paris en 1979 pour capturer la dernière lueur du coucher de soleil entre les tours de verre. Je me suis souvenue de ce qu'elle avait dit ce jour-là. « Hélène, si jamais tu te perds, je te rappellerai qui tu es. » J'avais ri alors, pensant qu'elle plaisantait. 40 ans plus tard, elle l'avait fait en me forçant à regarder ma vie à travers mon propre objectif. J'ai ouvert la pièce jointe que Maître Chevalier m'avait envoyée par email, une copie du testament de Marguerite. Mes yeux se sont arrêtés sur la dernière ligne écrite de sa main. Je lui laisse la lumière parce qu'elle a su un jour la trouver dans l'obscurité. Les larmes ont coulé lentement sur mes joues ridées. Je ne savais pas si je pleurais de joie ou de regret, peut-être les deux.
je suis restée éveillée tard, écrivant une courte liste tenace. 1. Vendre la plupart de mes affaires. 2. Réserver un train pour Aix-en-Provence. 3. Ne rien dire à David et Mélissa. 4. Emporter l'appareil photo. Le lendemain, le téléphone a sonné. Le nom de Mélissa s'est allumé sur l'écran. Sa voix était vive, toujours avec ce ton doux mais autoritaire. « Maman, à propos d'hier soir, j'ai été un peu dure, mais tu sais comment je suis. Oh, et ce Noël, ne cuisine rien. Apporte juste ton tablier, d'accord? Je veux que tout soit parfait. » J'ai répondu doucement. « D'accord. » Elle a gloussé comme si de rien n'était. J'ai posé le téléphone et j'ai regardé le billet électronique imprimé. Départ, Épinal. Destination, Aix-en-Provence. Je n'avais pas voyagé seule depuis la mort de mon mari. La pensée m'a rendue à la fois nerveuse et excitée. Mais cette fois, la peur ne me possédait pas. À sa place se trouvait la liberté, quelque chose que j'avais perdu il y a longtemps. Ce soir-là, je suis quand même allée à la fête de Noël. Pas pour eux, mais parce que je voulais clore ce chapitre correctement. La maison de David brillait de lumière. La cannelle et la vanille parfumaient l'air. La musique s'échappait du haut-parleur du salon. Mélissa flottait dans une robe rouge vif, un sourire parfait. Elle s'est penchée près de moi et a chuchoté entre ses dents. « Souviens-toi, ne fais rien pour me mettre dans l'embarras. » J'ai simplement hoché la tête. Toute la nuit, je suis restée assise au bout de la table, écoutant les bavardages. Personne ne m'a demandé comment je me sentais. Personne n'a remarqué que je n'avais pas touché à la nourriture. Quand le dîner s'est terminé, Mélissa a applaudi bruyamment pour que tout le monde entende. Il est temps pour ma belle-mère de montrer sa spécialité. Personne ne lave la vaisselle comme elle. La tablée a ri, pensant que c'était une blague, mais j'ai vu la suffisance dans ses yeux. Sur le comptoir, une tour d'assiettes grasses. Je l'ai regardée un instant, puis j'ai calmement dénoué mon tablier et l'ai plié soigneusement. Je ne reviendrai plus ici. Personne n'a réagi à temps. Mélissa a haussé un sourcil et a ricané. « Oh, ne sois pas dramatique. C'est juste une petite bouderie. » J'ai souri et n'ai rien dit de plus. J'avais parlé avec un calme que je ne me connaissais pas. J'ai pris mon manteau et je suis sortie. La neige tombait doucement. Les lampadaires projetaient une douce brume sur le trottoir. J'ai pris une profonde inspiration, le froid me cinglant la peau. Froid, mais pur. David m'a appelé. « Maman, rentre bien. Je t'appellerai plus tard. » Je me suis retournée, j'ai regardé mon fils, confus, mais une lueur de compréhension dans ses yeux. J'ai seulement dit « Reste. Joyeux Noël, David. » Je suis partie sans regarder en arrière. Le lendemain matin, j'ai fait mes bagages. Pas grand-chose. Une petite valise, quelques tenues, un vieil album photo, le Nikon et la lettre imprimée de Maître Chevalier. J'ai fermé à clé ma petite maison et j'ai laissé la clé dans la boîte aux lettres, comme un rituel d'adieu. Quand le train a démarré, je me suis assise près de la fenêtre et j'ai regardé le flou blanc de la neige s'éloigner. Les petites maisons en bois des Vosges se sont estompées dans la brume. J'ai posé une main sur ma poitrine, sentant un battement de cœur régulier. Plus d'appréhension, plus de douleur, juste une paix étrange. Je ne savais pas ce qui m'attendait, seulement qu'un nouveau chapitre avait commencé. Un chapitre où je n'étais pas la mère qui souffre depuis longtemps, ou la femme oubliée dans le coin de la cuisine de quelqu'un. Pour la première fois depuis des décennies, je me sentais vivante, pas seulement existante. Quelque part, entre le rythme des roues, sur les rails, j'ai entendu la voix de Marguerite dans mon esprit. « Souviens-toi, Hélène, la lumière est toujours là. Tu as juste oublié comment la voir. »
J'ai souri, les larmes légères comme l'air. Aix-en-Provence m'attendait, et j'étais enfin prête à entrer dans la vie que je méritais. Le trajet en train de nuit des Vosges à Aix-en-Provence a duré une douzaine d'heures, mais je ne me suis pas sentie fatiguée. Je suis restée assise près de la fenêtre tout le long du trajet, regardant le paysage changer, des collines enneigées aux champs verdoyants, puis aux longues allées ombragées de platanes du sud. L'air d'Aix-en-Provence était plus chaud, parfumé par la brise marine et l'orange douce. Quand je suis descendue à la gare, j'ai levé le visage, ayant l'impression d'entrer dans un chapitre différent de ma vie. Une petite femme aux cheveux argentés courts attendait avec une pancarte sur laquelle était écrit « Madame Hélène Lambert ». C'était Éléonore Chevalier, l'avocate qui m'avait appelée quelques jours plus tôt. Elle a souri et m'a serré la main avec une sincérité qui m'a immédiatement mise à l'aise. « Bienvenue à Aix-en-Provence, Madame Lambert », a dit Éléonore. « Je pense que vous allez adorer cet endroit. » Une voiture de collection, bleu marine, nous a conduites sur une route pavée vers les quartiers ouest de la ville. Le soleil de fin de journée filtrait à travers les platanes, projetant une lumière tachetée comme un battement de cœur. Lorsque la voiture a tourné à travers un vieux portail en fer forgé tacheté de mousse, j'ai retenu mon souffle. Devant moi se dressait un vieil hôtel particulier en briques rouges, de 3 étages, avec un toit en tuiles grises, de hauts plafonds et de larges fenêtres habillées de rideaux blancs flottants. Des deux côtés se trouvaient des rangées de colonnes de marbre blanc et un jardin luxuriant regorgeant d'orangers en fleurs. Le parfum léger dans la brise m'a submergée. Au centre du jardin se trouvait une piscine ronde, sa surface immobile comme un miroir géant, reflétant le ciel bleu et les nuages blancs qui dérivaient. Éléonore m'a regardée avec compréhension dans les yeux. « C'est l'hôtel du Bois, où mademoiselle Marguerite a vécu et travaillé pendant les 30 dernières années. » Je suis sortie de la voiture, les jambes légèrement tremblantes. Chaque pas sur le vieux chemin de pierre me semblait étrange, solennel, mais familier. Juste sur le perron, un homme plus âgé attendait, grand et mince, avec des cheveux blancs comme neige et un visage profondément ridé, mais bienveillant. Il portait un costume gris et des gants blancs et s'est incliné devant moi. « Bonjour, madame. Je suis Henri, le majordome de l'hôtel du Bois. J'ai servi mademoiselle Marguerite pendant plus de 30 ans. Elle disait souvent qu'un jour, la véritable propriétaire de cette maison reviendrait. Aujourd'hui, je crois que ce jour est arrivé. » J'ai souri, ému, et lui ai serré la main. « Merci, Henri. Je ne sais pas quoi dire. » Il a hoché doucement la tête. « Vous n'avez rien à dire, madame. Cette maison a attendu assez longtemps. » Éléonore m'a conduite dans le hall principal. La lumière des hautes fenêtres se déversait sur le vieux sol en mosaïque, se brisant en bandes dorées et chaudes. L'odeur du bois, de la peinture à l'huile et des fleurs d'oranger se mélangeait en quelque chose de réconfortant. Les murs du salon étaient couverts de photographies en noir et blanc, chacune avec son propre style, une lumière délicate, une composition nette. Mais quand j'ai regardé de plus près, mon cœur s'est arrêté. Parmi elles se trouvaient des dizaines de photos de moi quand j'étais jeune. Moi, riant près d'un appareil photo. Moi, assise à un vernissage. Moi, penchant la tête pour étudier un tirage encadré. Ma main a tremblé en touchant le verre. Marguerite. Son nom m'a échappé comme une prière. Derrière moi, Éléonore a parlé doucement. Elle a gardé chaque photographie de vous de l'époque où vous étiez toutes les deux à Paris. Beaucoup ont été prises par elle. Certaines étaient des photos de presse qu'elle a collectionnées. Marguerite disait « Si Hélène oublie sa propre lumière, je la garderai pour elle. » Je me suis détournée, essuyant mes yeux. Les souvenirs ont afflué comme une digue qui cède. Les jours
où nous photographions ensemble dans les vieux marchés parisiens, riant de nos pellicules ratées, assises sur les toits, à manger des pizzas bon marché et à parler d'une exposition commune. Puis, je suis partie, le mariage, un enfant, choisissant une vie sûre. Marguerite a continué à créer, a continué à briller. Mademoiselle Dubois vous a laissé une lettre privée, a dit Éléonore, me tendant une enveloppe scellée. Je l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvait l'écriture familière, gracieuse et claire. Chère Hélène, tu as oublié ta propre lumière. Retrouve-la ici, dans chaque mur, chaque brise, chaque rayon de soleil du matin à travers les fenêtres. Je te laisse non seulement une propriété, mais une chance de te souvenir de la personne qui m'a le plus inspiré. Si jamais tu poses l'appareil photo, le monde perd une perspective magnifique. Maintenant, reprends-le. M'sieu. Je me suis affalée dans un fauteuil, relisant la dernière ligne jusqu'à ce que les mots se brouillent. Un mélange de perte et de gratitude s'est installé dans chaque souffle. Henri a apporté une tasse de thé Earl Grey et l'a posée doucement. Il s'est assis et a dit lentement « Mademoiselle Marguerite parlait souvent de vous. Chaque printemps, elle disait « Si Hélène ne vient jamais la réclamer, cette maison ne sera rien d'autre qu'un cadre vide. » J'ai regardé autour de moi. Chaque objet, chaque photo, chaque rideau semblait raconter une histoire sur mon amie disparue. J'ai parcouru le couloir. Chaque pièce était méticuleusement entretenue. Le salon de lecture contenait des centaines de livres d'art. La galerie était pleine de cadres et de négatifs. Dans le studio de Marguerite, la lumière filtrait à travers une grande vitre, tombant sur un bureau en bois où reposait encore un vieux Leica. À côté, un autre cadre, une photo de 2 jeunes femmes, bras dessus, bras dessous, riant dans un parc, moi et elle. J'ai posé la main sur le verre comme si je pouvais toucher le passé. Pendant des années, j'avais enterré cette femme, celle qui savait aimer, rêver, créer de belles choses. Maintenant, dans une maison remplie de la présence de Marguerite, je le sentais clairement. Le feu n'était pas éteint. Éléonore m'a tendu un dossier épais. « En ce qui concerne la procédure légale, dit-elle, il vous suffit de signer ici pour devenir la propriétaire légitime. La fiducie de 8 millions d'euros est transférée sur votre compte séparé et ne peut être utilisée que pour des activités liées à l'art ou à l'entretien de la propriété. » J'ai pris le stylo. Alors que la première ligne d'encre glissait sur la page, mes mains ont tremblé. Pas à cause de l'argent, mais de la signification. Moi, qui avais vécu dans l'ombre des autres, je signais pour une nouvelle vie. Éléonore a souri. « Félicitations, Madame Lambert. À partir d'aujourd'hui, l'hôtel Dubois est à vous. » Henri s'est légèrement incliné à côté de moi. « Bienvenue chez vous, Madame. » J'ai regardé l'orangeraie. Le soleil était devenu doré sur la piscine, projetant une lumière chatoyante. Tout semblait vivant, respirant, m'invitant à recommencer. Cet après-midi-là, je me suis promenée dans le jardin. Chaque pas a remué un souvenir. Le rire de Marguerite. Les soirées dorées à photographier sous les orangers, les tirages que nous avions un jour promis d'exposer ensemble. Je me suis arrêtée devant une petite serre, dans un coin, où était suspendue une vieille plaque de laiton. Studio de lumière. À l'intérieur se trouvait une table de chambre noire, des séchoirs et des dizaines de boîtes de pellicules non ouvertes. J'ai touché le cadre de la porte, sentant à la fois un frisson et une chaleur. Une pensée m'est venue, claire. Je rouvrirai la galerie, non seulement pour honorer Marguerite, mais pour vivre à nouveau en tant que moi-même. Cette nuit-là, après que tout le monde se soit couché, je me suis assise dans le grand salon sous des lampes douces et j'ai regardé le mur couvert de photos. J'ai sorti mon Nikon FM2 de la valise
J'y ai mis une pile et j'ai entendu le premier déclic. Petit, mais il a réveillé quelque chose de profond. Je suis sortie sur le porche, j'ai levé l'appareil photo et j'ai photographié l'orangerie au clair de lune. L'obturateur a sonné, léger mais sûr. À ce moment-là, j'ai su que j'avais retrouvé un morceau de la femme que j'avais perdue. Avec l'excitation, un fil d'inquiétude s'est glissé. J'ai vérifié mon téléphone, toujours silencieux. Pas d'appel de David ou de Mélissa. Le calme était à la fois apaisant et inquiétant. Je me suis demandé s'il savait que j'étais ici, s'il savait que j'avais hérité d'un grand domaine. Comment réagirait-il? Je me suis versé un verre de vin rouge et je me suis assise près de la fenêtre, regardant la lune se refléter sur la piscine. Dans le silence, j'ai entendu le vent dans les orangers, comme si Marguerite me chuchotait. « N'aie pas peur, Hélène. La lumière est à toi. Garde-la avant que quelqu'un n'essaie de la prendre. » J'ai fermé les yeux, respiré profondément et hoché la tête. Oui, je m'accrocherai à cette lumière, quoi qu'il arrive. 3 semaines après mon arrivée à Aix-en-Provence, ma vie a trouvé un rythme. Chaque matin, je me promenais dans l'orangerie avec Henri, écoutant le bavardage des moineaux sur les avant-toits et respirant la brise salée de la mer. J'ai recommencé à prendre des photos, pas pour une exposition, juste pour la simple joie de capturer l'éclat de l'eau ou une rafale de vent soulevant la jupe d'une passante. Puis, un matin, le calme s'est rompu. Éléonore est entrée dans le salon avec un journal soigneusement plié. Sa voix a baissé. « Madame Lambert, je pense que vous devriez voir ça. » Je l'ai pris et je me suis arrêtée sur un petit titre dans la section culturelle de La Provence. La mystérieuse héritière de la légendaire photographe Marguerite Dubois a fait surface. Une enseignante à la retraite nommée Hélène Lambert. J'ai expiré. Je savais que ça sortirait un jour ou l'autre. Je ne m'attendais simplement pas à ce que ça se propage si vite. L'article n'était pas sensationnaliste, il résumait simplement le testament. Incluait quelques vieilles photos de Marguerite et moi, et se terminait par « Il semble que l'héritage de Dubois ait trouvé les bonnes mains. » J'ai souri légèrement, mais en même temps, à près de 1000 kilomètres de là, quelqu'un d'autre lisait le même article avec des yeux très différents. À Strasbourg, Mélissa était assise dans un salon lumineux, un cappuccino fumant sur la table. Elle faisait défiler son téléphone, planifiant la décoration des fêtes, quand elle s'est arrêtée. Sur l'écran, un titre l'a fait plisser les yeux. Hélène Lambert, héritière inattendue de la photographe millionnaire. Elle a zoomé, a lu la ligne et s'est redressée d'un bond. Pas possible! Elle a relu chaque mot, le cœur battant à tout rompre. La photo me montrait debout dans le jardin d'Oranger à Aix-en-Provence, le soleil sur mes cheveux argentés. La légende disait « Nouvelle propriétaire du domaine Dubois ». Mélissa s'est raidie. Quelques mois auparavant, elle m'avait jeté un sac poubelle dans les mains. Maintenant, la femme qu'elle avait commandée était propriétaire d'un héritage de plusieurs millions d'euros. Sans hésiter, elle a imprimé l'article et a marché d'un pas décidé dans le bureau de David. « David, tu dois voir ça !» Il a levé les yeux de son écran, ses lunettes de lecture sur le nez. Quand il a vu mon nom, il a cligné des yeux. « Maman a hérité du domaine de qui ? » « Marguerite Dubois, ça te dit quelque chose ? » « Célèbre photographe décédée le mois dernier, » a dit Mélissa rapidement, la voix un peu tremblante. Elle a laissé un hôtel particulier, des antiquités et une fiducie de 8 millions d'euros. Et ta mère, Hélène Lambert, hérite de tout. David est resté silencieux un long moment. Il ne savait manifestement pas s'il devait être heureux ou inquiet. « Waouh, maman a vraiment de la chance. » « De la chance ?» Mélissa a laissé échapper un rire rauque. « Tu ne comprends pas ? Elle a de l'argent. Beaucoup d'argent. Et nous sommes sa famille légale. Tu sais ce que ça veut dire ?
David a froncé les sourcils. Mélissa, qu'est-ce que tu insinues? Maman trouve enfin un peu de bonheur après toutes ces années. Ne sois pas naïf, David, a-t-elle coupé. Elle est seule, sans personne autour d'elle. Je ne laisserai pas quelqu'un d'autre la baratiner et prendre cet argent. Et si toi, tu t'en fiches, moi non. Il a commencé à protester, puis s'est tu. Il n'avait jamais gagné une dispute avec sa femme. Mélissa s'est approchée, sa voix devenant mielleuse. Nous avons juste besoin de nous soucier un peu plus d'elle. Appeler pour prendre des nouvelles. La ramener à la maison. L'aider à gérer les actifs. Ça te va? David a soupiré et a baissé la tête. Si tu penses que c'est le mieux pour maman. Oh, bien sûr. Elle a souri, ses yeux brillants comme des rasoirs. Cet après-midi-là, j'étais sur le porche en train de trier de nouvelles photos quand le téléphone a sonné. Mélissa. À cet instant, j'ai su pourquoi. J'ai répondu. Sa voix a coulé, si douce, qu'elle vous donnait la chair de poule. Maman, mon Dieu, tu me manques tellement. David et moi parlons de toi tout le temps. Tu vas bien? Où es-tu? Nous étions inquiets. J'ai souri légèrement, gardant un ton neutre. Merci. Je vais bien. Je suis à Aix-en-Provence. Le temps est magnifique ici et les orangers sont en fleurs. Aix-en-Provence. Merveilleux. J'ai toujours voulu y aller. Peut-être que nous prendrons l'avion pour te rendre visite bientôt. Ça fait trop longtemps qu'on ne t'a pas vue. Je savais qu'elle me tendait une perche. D'accord, dis-je. Venez, je vous attendrai. Après avoir raccroché, j'ai posé le téléphone et j'ai regardé la piscine, brillant sous la lumière tardive. Je n'ai ressenti aucune colère, juste un sentiment clair. Le jeu était sur le point de commencer. Une semaine plus tard, un SUV blanc s'est arrêté au portail de l'Hôtel du Bois. Mélissa en est sortie dans une robe en lin clair, maquillage doux, sourire éclatant. David a suivi, l'air mal à l'aise. Je suis allée à leur rencontre. Mélissa a ouvert les bras et m'a serrée dans ses bras comme si cette veille de Noël n'avait jamais eu lieu. « Maman, cette maison est magnifique. Je suis vraiment heureuse pour toi. Je suis désolée d'avoir été impolie. J'y ai beaucoup réfléchi. » J'ai répondu à son étreinte, sentant la légère trace d'un parfum cher. « C'est bon, Mélissa. C'est du passé. » Elle a reculé, ses yeux balayant rapidement le bol en argent gravé sur la table et la peinture à l'huile sur le mur. Je connaissais ce regard, avide, calculateur, impatient. Éléonore était là aussi. Elle les a salués poliment, puis s'est éclipsée dans son petit bureau au bout du couloir. Avant de partir, elle m'a fait un petit signe de tête, comme un rappel silencieux. « Surveille-les !» Je leur ai fait visiter. Mélissa n'arrêtait pas de s'extasier. « Oh mon Dieu, cette pièce est si élégante! Sais-tu ce que vaut ce service en argent? Et cette photo doit être d'un artiste célèbre. » J'ai souri. Ce sont les souvenirs de Marguerite. Je ne prévois pas de toucher à quoi que ce soit pour l'instant. C'est merveilleux, dit-elle, les yeux fixés sur la grande photo encadrée au centre, une photo de moi et Marguerite. Elle devait t'aimer beaucoup. J'ai dit, plus que tu ne le penses. Au dîner, Mélissa a bavardé comme si nous n'avions jamais eu de problème. Elle a parlé de travail, de projets de voyage, et de temps en temps, elle me disait que j'avais l'air beaucoup plus jeune. David était assis en silence, ne disant presque rien. J'ai regardé mon fils et j'ai senti mon cœur se serrer. Il était toujours le même, silencieux, au milieu de chaque guerre. Après le repas, Mélissa a proposé « Maman, et si on t'aidait à réorganiser cet endroit? J'ai de l'expérience dans l'immobilier. Je peux le gérer pour toi, pour que ce soit plus facile. » J'ai posé mon verre de vin. Léger, clair. « Merci,
Mais je préfère m'en occuper moi-même. À mon âge, le travail me donne l'impression d'être vivante. La déception a traversé son visage, rapidement remplacée par de la douceur. Bien sûr, maman. Je veux seulement t'aider. Cette nuit-là, après qu'ils soient montés dans leur chambre, je suis restée dans le salon, j'ai ouvert mon petit carnet et j'ai écrit quelques lignes. 17 février, Mélissa est arrivée avec David. Sourire toujours parfait, mais les yeux sont différents. Claire maintenant. Ils sont venus chasser, pas visiter. J'ai fermé le carnet et je l'ai posé à côté de la tasse de thé fumante. Henri est entré et a demandé doucement. « Vous allez bien, Madame Lambert ?»« Je vais bien, » ai-je dit. « J'observe simplement. » Il a hoché la tête. Les gens révèlent souvent leur vrai cœur lorsqu'ils voient ce qu'ils veulent. J'ai regardé le jardin où le clair de lune se déversait sur la piscine scintillante. Je sais, ai-je murmuré. Et cette fois, je ne laisserai personne prendre ce qui est à moi. Le lendemain matin, alors que je l'ai raccompagnée au portail, Éléonore est arrivée avec quelques papiers que je devais signer. Après leur départ, elle m'a regardée, sérieuse. « Madame Lambert, j'exerce le droit depuis plus de 20 ans et j'ai appris une chose. Les gens ne sont sincères que lorsqu'ils n'ont besoin de rien de vous. À partir de maintenant, soyez prudente. » J'ai souri, mais un petit frisson m'a parcouru. Elle avait raison, car dans les yeux de Mélissa alors qu'elle montait dans la voiture, je l'avais déjà vue. Une tempête approchait. 3 jours après le départ de David et Mélissa d'Aix-en-Provence, la maison était de nouveau calme. Mais je savais que cette paix n'était que temporaire. Je l'avais vue dans les yeux de Mélissa au portail, le regard de quelqu'un qui calcule. J'avais raison. Moins d'une semaine plus tard, le téléphone a sonné. Cette fois, c'était David. La voix de mon fils était maladroite, un peu tendue. « Salut, maman. Comment vas-tu ? Mélissa s'inquiète pour toi ces derniers temps. Elle dit que tu vis là-bas seule avec beaucoup d'actifs et que ce n'est peut-être pas sûr. Peut-être que tu devrais envisager de tout transférer dans un fonds familial partagé, pour que nous puissions t'aider à le gérer. » J'ai souri légèrement. « Un fonds familial partagé ?» J'ai insisté sur chaque mot. « Peux-tu être plus précis ?» David s'est éclairci la gorge. « Je veux dire, nous combinons tes actifs avec mon compte pour que ce soit plus facile à suivre. Je m'assurerai que tout est transparent pour que personne ne puisse en profiter. » En arrière-plan, j'ai entendu la voix de Mélissa s'immiscer. « Tu sais, à ton âge, il est facile pour de mauvaises personnes de t'escroquer. Je veux juste aider. » Je me suis penchée en arrière dans mon fauteuil, gardant un ton léger. « Vous êtes très attentionné. Laissez-moi y réfléchir. D'accord. Je vais parler à Maître Chevalier pour voir à quoi ressemble la procédure. » Au moment où j'ai prononcé le nom d'Éléonore, Mélissa s'est tue. Je pouvais imaginer son visage, un sourire forcé et un froncement de sourcils, essayant de cacher sa déception. « Bien sûr. Parle à ton avocate, » a dit David rapidement, baissant la voix. « Nous voulons juste que tu te sentes en sécurité. » « MMH, ai-je répondu doucement. « Je sais, mon fils. » J'ai raccroché et j'ai laissé mon regard dériver vers la piscine du jardin. La surface était calme, mais je savais qu'il y avait un courant sous-jacent. J'ai tout raconté à Éléonore. Elle n'a pas été surprise. Elle a juste froncé les sourcils. « Transférer des actifs dans un fonds familial partagé, hein ? Un classique. Toujours efficace si la cible y croit. » J'ai laissé échapper un petit rire. Heureusement, je ne suis plus aussi confiante qu'avant. « Nous ne les arrêterons pas, » a dit Éléonore. « Au contraire, laissons-les penser que vous y réfléchissez. Je veux que tout soit enregistré. S'ils ont l'intention de saisir des actifs, nous avons besoin de preuves. » Nous avons élaboré un plan en quelques minutes, simple et net. Je ferai semblant d'être d'accord,
et demanderai à Mélissa de rédiger une procuration provisoire pour que mon avocate l'examine. En réalité, ce document serait un test, un petit piège d'Éléonore pour voir ce que Mélissa essaierait d'y glisser. 2 jours plus tard, Mélissa s'est présentée à Aix-en-Provence, tout en bienveillance et en sourire. Elle portait une épaisse liasse de papier, rayonnante. « Maman, j'ai demandé à mon ami comptable de regarder ça. C'est très simple. Tu signes juste ici pour que nous puissions t'aider à gérer tes actifs, payer les factures, des petites choses comme ça. » J'ai pris le dossier, j'ai fait semblant de lire attentivement, puis j'ai levé les yeux. Je ne comprends pas certains de ces termes. Et si je demandais à Maître Chevalier de passer aujourd'hui pour être sûr? Je l'ai déjà appelé. Le visage de Mélissa s'est décomposé, mais elle a rapidement retrouvé son sourire. Bien sûr, plus c'est sûr, mieux c'est. Environ 10 minutes plus tard, Éléonore est entrée, habillée simplement, portant des lunettes, ressemblant plus à une parente éloignée qu'à une avocate. Mélissa ne savait pas qui elle était. Je l'ai présentée comme l'ancienne gestionnaire financière de Marguerite. Nous nous sommes assises autour de la table du salon. Henri a discrètement posé un petit téléphone sur la bibliothèque, en mode enregistrement. Éléonore a fait semblant d'examiner les papiers, la voix neutre. « C'est une procuration complète, n'est-ce pas? Ce qui signifie que Madame Lambert transférerait le pouvoir de décision sur ses actifs et ses comptes, y compris la vente de la maison, à la seconde partie, Monsieur David et Mademoiselle Mélissa. » Mélissa a tressailli un peu, mais a gardé sa confiance. « Oui, c'est exact. Je veux juste m'assurer que maman ne se fait pas abuser. Elle n'a pas besoin d'autant de biens à son âge. La tranquillité d'esprit est ce qui compte le plus. » Éléonore a hoché la tête et a pris une note. « Je vois. Mais ici, il y a une clause autorisant les copropriétaires à partager les bénéfices ou la valeur des actifs en cas de liquidation. Qui a ajouté cela? » Mélissa l'a balayé d'un rire léger. « Oh, juste une procédure. Je veux dire, si nous vendons quelques vieux objets, nous partagerons équitablement pour éviter les tracas. » Éléonore m'a jeté un regard, ses yeux disant « C'est suffisant. » J'ai posé le dossier et j'ai esquissé un léger sourire. « Très attentionnée, Mélissa, mais je ne pense pas être prête à signer quoi que ce soit aujourd'hui. Laisse-moi l'examiner davantage. » Mélissa a continué de sourire, mais sa main s'est crispée. « Bien sûr, maman. Je veux juste que tu saches que nous pensons toujours à toi. » Après leur départ, Éléonore s'est tournée vers moi, la voix ferme. « Nous en avons assez. » Elle l'a expliqué clairement. Partager les parts, vendre les tirages. Ils complotent pour saisir les actifs. J'ai expiré, me sentant comme si je venais de terminer une longue performance. Je doute qu'elle s'arrête là. Éléonore a haussé les épaules. Non, mais maintenant, nous savons qui ils sont. À partir de ce jour, je n'ai presque plus entendu parler de David ou de Mélissa. J'avais besoin de temps pour réfléchir, pour me défaire du genre de sentiments qui me rendent faible. Chaque matin, je préparais du thé et m'asseyais sur le porche en regardant l'eau calme de la piscine. Mais au fond de moi, je savais que ce calme était une fine coquille avant la tempête. Une semaine plus tard, Henri est entré, le visage grave. « Madame Lambert, je viens d'entendre quelque chose de troublant. » J'ai posé ma tasse et je l'ai regardé. « Allez-y, Henri. » Mademoiselle Mélissa vient d'appeler quelqu'un du nom de Clara. Une comptable, semble-t-il une amie proche. J'ai surpris la conversation sur le téléphone fixe. Elle discute de l'évaluation de votre capacité juridique. Clara a dit qu'elle organiserait une rencontre avec un psychologue pour déterminer si vous êtes compétente pour signer des documents juridiques. Je suis restée silencieuse un moment. Puis j'ai laissé échapper un petit rire. « Ah, donc il prévoit de me déclarer incompétente et de prendre automatiquement la tutelle, c'est ça ?» Henri a hoché la tête.
J'en ai bien peur. Ils veulent vous faire paraître diminué pour qu'un tribunal leur accorde le contrôle de vos actifs. Je me suis penchée en arrière. Pas de colère, juste un frisson. Comme c'est étrange, ai-je dit lentement. Pense-t-il que je suis si sotte que je ne comprends pas la loi? Ou que l'âge est synonyme de démence? Henri avait l'air inquiet. Voulez-vous que j'appelle Éléonore maintenant? J'ai secoué la tête. Non, laissons-les essayer. S'ils veulent tester ma mémoire, j'ai fait une pause, un léger sourire ironique. Je vais leur montrer qui perd vraiment la leur. Parfois, je pense que la douleur la plus profonde ne vient pas des étrangers, mais de la famille. Si vous étiez à ma place et que vous découvriez que votre belle-fille prévoyait de vous déclarer incompétente pour prendre vos biens, que feriez-vous? Laissez quelques pensées ci-dessous, car parfois votre histoire aide quelqu'un d'autre à trouver son courage. Cette nuit-là, je me suis assise dans la bibliothèque de Marguerite, la lumière chaude des lampes se déversant sur des piles de vieux livres. J'ai ouvert mon carnet et j'ai noté chaque détail. L'appel de Mélissa, le contrat, les mots qu'elle a utilisés. Je n'étais plus la femme qui baissait la tête dans cette cuisine de Noël. J'étais la propriétaire de cette maison et de cette histoire. J'ai passé mes doigts sur l'appareil photo sur le bureau, m'arrêtant sur l'objectif. Dans le miroir, le reflet de la lampe a éclairé mes yeux, le regard de quelqu'un prêt à riposter. Dehors, le vent s'est levé dans les orangers. J'ai souri et j'ai murmuré pour moi-même. Mélissa, si tu penses que c'est ta partie gagnante, tu ne me connais pas. Et cette nuit-là, j'ai commencé à planifier mon prochain coup. Un coup qui, je le savais, les ferait réfléchir à 2 fois avant de sous-estimer à nouveau une mère. J'ai toujours cru que la plus douce des vengeances est de bien vivre et de laisser les gens exposer leur propre cupidité. Après avoir entendu Henri décrire leur plan pour tester ma santé mentale, je n'ai ressenti ni colère ni peur. J'ai senti une clarté froide se répandre en moi. Je savais qu'il était temps de contre-attaquer. Le lendemain matin, je me suis rendue au bureau d'Éléonore. Le soleil matinal filtrait à travers la grande baie vitrée, faisant scintiller un épais dossier sur le bureau. Elle a levé les yeux et a souri. « Je suppose que vous êtes prête. » J'ai hoché la tête. « Ils veulent prouver que je suis incompétente. Très bien. Alors laissez-moi leur montrer à quel point je suis compétente. » Éléonore a fait glisser un nouveau dossier vers moi, son ton calme et sûr. « Nous allons rédiger un nouveau testament. Vous conservez le contrôle total du domaine du bois, mais nous ajoutons une clause de protection spéciale. Si un membre de la famille tente de prouver votre incapacité par des moyens judiciaires ou médicaux, il est déshérité de tout, y compris des portions indirectes. » J'ai laissé échapper un petit rire ironique et soulagé. « Parfait. De cette façon, chaque fois qu'ils complotent, ils se coupent eux-mêmes du prix. » Éléonore a hoché la tête. « Je le ferai authentifier par un notaire et le déposerai. Vous n'avez qu'à signer. » J'ai signé d'un trait ferme, comme si je fermais une porte sur une vieille vie. Quand j'ai relevé la tête, j'ai dit « Maintenant, je veux faire quelque chose que Marguerite aurait absolument approuvé. » Quelques semaines plus tard, la galerie de l'Hôtel du Bois a officiellement ouvert ses portes. J'ai invité un groupe de journalistes locaux, quelques étudiants en art et quelques vieux amis de l'éducation. Personne ne s'attendait à ce qu'une petite institutrice à la retraite, aux cheveux argentés, se tienne dans un bel espace rempli de centaines de photographies d'art. Je n'ai pas seulement montré le travail de Marguerite. J'ai entremêlé mes propres images de toute ma vie. Paris dans ma jeunesse, la nature des Vosges, et enfin une nouvelle série que j'ai intitulée « La lumière ne meurt pas ». Quand j'ai prononcé le discours d'ouverture, ma voix a légèrement tremblé, mais est restée stable. Je pensais autrefois que ma vie était terminée
après la mort de mon mari, après avoir été rabaissée par des gens de ma propre famille. Puis, j'ai réalisé que la lumière ne disparaît jamais. Elle attend juste que nous ouvrions les yeux. Marguerite m'a donné cette maison, mais en réalité, elle m'a rendu ma propre lumière. La salle était silencieuse, puis s'est remplie de longs applaudissements. Un jeune journaliste s'est approché et a demandé « Est-ce votre premier retour à la photographie en plus de 40 ans ?» J'ai souri. Non, je me revois simplement moi-même après 40 ans. Des articles sur l'exposition ont paru dans des journaux, grands et petits, avec un titre frappant. Hélène Lambert, de la vaisselle de Noël à la directrice de galerie millionnaire. À Strasbourg, Mélissa l'a lu sur sa tablette. Elle l'a jeté sur le canapé. Le vin a giclé sur le sol. « Incroyable !» a-t-elle crié. « Elle se transforme en héroïne. » David est entré, tenant un journal. Il a lu tranquillement, puis a dit doucement « Tu devrais être heureuse pour maman. Elle a traversé beaucoup de choses. » Mélissa s'est retournée. « Heureuse? Et notre argent, David? Je t'ai dit que nous devions protéger notre part. » « Notre part ?» David a froncé les sourcils. « Depuis quand les biens de ma mère sont-ils les tiens ?» La question a fait hésiter Mélissa, mais elle a rapidement adouci sa voix. « Je m'inquiète seulement pour elle. Tu sais comment je suis. » Mais à l'intérieur de David, une petite fissure s'est formée. Il a commencé à voir plus clairement les mots doux de sa femme, son comportement contrôlant, et le regard froid qu'elle avait quand elle parlait de mon argent. Mélissa n'a rien remarqué. Elle était concentrée sur la reprise du dessus. Elle a immédiatement appelé son propre avocat, un homme nommé Marc Dubois, pour lui demander de revoir le testament. Mais le destin aime l'ironie. Marc avait travaillé dans le même cabinet qu'Éléonore. Dès que Mélissa a fini de dire « Je veux voir s'il y a un moyen de la faire déclarer incompétente », Marc a hésité et a parlé lentement. « Vous parlez d'Hélène Lambert à Aix-en-Provence? Je la connais. Son avocate est Éléonore Chevalier. Je vais la contacter, mais honnêtement, si Chevalier est sur le dossier, vous n'aurez pas la tâche facile. » Elle a raccroché, tremblante de colère. Elle ne savait pas que Marc avait appelé Éléonore tout de suite et lui avait relayé toute la conversation. Éléonore a simplement dit « Je sais, merci. Nous attendons qu'ils en montrent plus. » Pendant ce temps, je n'ai rien dit à personne. J'ai commencé à enregistrer chaque appel de Mélissa. Une douceur mielleuse mêlée d'insultes chaque fois qu'elle perdait son sang-froid. « Pour qui te prends-tu » a-t-elle lancé lors d'un appel. « Sans David, tu n'es rien. N'oublie pas que tu n'es qu'une pauvre institutrice. » J'ai sauvegardé chaque fichier audio, chaque SMS, chaque mot. Éléonore m'a aidé à les rassembler dans un dossier. Une partition complète de cupidité et de cruauté sur la propre voie du méchant. Quant à David, pris entre deux courants, il a commencé à vaciller. Un soir, il m'a appelé, la voix basse et triste. « Maman, je suis désolée. Je ne sais pas ce que Mélissa t'a dit, mais si elle a fait quelque chose de mal, j'en prendrai la responsabilité. » J'ai répondu doucement. « Tu n'as pas à t'excuser pour quelqu'un d'autre. Garde simplement ton cœur intact et je serai heureuse. » Je l'ai entendu s'étouffer à l'autre bout du fil. Et pendant un instant, j'ai revu mon petit garçon, celui qui me tenait la main sur le chemin de l'école. Cette nuit-là, je me suis assise dans le studio de Marguerite en regardant une photo de nous de 1979. Sur le bureau, le vieux Nikon FM2 reposait à côté d'une tasse de thé refroidi. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai choisi une photo en noir et blanc de mes mains ridées sur un évier de cuisine. Le cliché que j'avais pris lors de ma dernière nuit dans les Vosges, juste avant de partir. Je l'ai posté sur la page sociale de la galerie avec une courte légende. Quand on arrête de faire la vaisselle pour les autres, on peut enfin entendre son propre cœur.
Je ne m'attendais pas à ce que ça se propage comme ça l'a fait. En seulement 2 jours, c'était partout. Sites d'information, forums de femmes, même des flux universitaires. Les gens l'ont partagé et ont commencé à m'appeler la grand-mère au courage. Des milliers de commentaires ont afflué. J'aimerais que ma mère puisse voir ça. Elle prouve qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Une femme qu'ils ont rabaissée est maintenant un symbole. On dirait que l'univers rééquilibre la balance. J'ai lu chaque ligne, non pas pour me vanter, mais pour être reconnaissante. La vie, en fin de compte, a une façon de récompenser ceux qui endurent avec force. Mélissa, de son côté, était sur le point de perdre la tête. Chaque fois qu'elle ouvrait les réseaux sociaux, elle me voyait. La femme à qui elle avait un jour ordonné de faire la vaisselle, maintenant louée comme un symbole de résilience. Elle ne supportait pas les commentaires comme « Pauvre Madame Lambert, sa belle-fille doit être horrible ». Elle a claqué le téléphone sur la table, respirant fort. Ses ongles se sont enfoncés dans sa peau jusqu'au sang. David l'a vue et a dit doucement « Mélissa, tu devrais arrêter. Maman n'a rien fait de mal. »« Tais-toi » a-t-elle crié. « Tu ne comprends pas. Elle joue la sainte. Je ne la laisserai pas gagner. » David est resté silencieux et s'est éloigné. Pour la première fois de notre mariage, il n'est pas revenu. Quant à moi, à Aix-en-Provence, j'ai juste souri tranquillement, en lisant que ma galerie avait été nominée pour l'espace d'art le plus inspirant de l'année. Je savais que la tempête n'était pas terminée, mais maintenant, j'avais appris à rester ferme dans le vent. J'ai fermé mon carnet et j'ai écrit la dernière ligne de la journée. Ils pensent que je suis faible, mais ils oublient que le silence est aussi une forme de force, et mon plan n'est pas encore terminé. La lumière de la fenêtre est tombée sur la table et s'est reflétée sur la photo de Marguerite et moi. J'ai souri. Le jeu avait basculé, et cette fois, c'était moi qui écrivais le scénario. Aix-en-Provence est entré dans le début de l'été, avec un soleil éclatant et une brise transportant le parfum des oranges du jardin sur le porche. Tout semblait calme, mais je savais que ce calme n'était qu'une coquille avant une autre tempête. Depuis des semaines, Henri avait remarqué des signes étranges. Un SUV argenté, garé près du portail de l'hôtel Dubois la nuit, une ombre apparaissant, puis disparaissant. Éléonore a également reçu une information. Quelqu'un avait essayé de soumettre une vérification de propriété à mon nom, jointe à un faux acte de transfert. Elle m'a appelé dès qu'elle l'a su. « Madame Lambert, je pense qu'il teste notre réaction. Il semble que Mélissa et son ami comptable aient falsifié des documents de transfert en utilisant une signature numérisée provenant de vieux dossiers. » Je suis restée silencieuse quelques secondes. Ma voix est restée stable. Je sais. J'attends juste de voir jusqu'où ils sont prêts à aller. Ce jour-là, j'ai essayé de vivre comme si de rien n'était. J'ai continué à prendre des photos, à discuter avec les visiteurs de la galerie et à sourire quand ils m'appelaient « la grand-mère au courage ». Mais à l'intérieur, j'étais prête. Éléonore et Henri m'ont aidé à installer un système de caméras de sécurité autour de la maison, des capteurs de mouvement infrarouge qui envoyaient des alertes directement sur mon téléphone. Tout était discret. « Êtes-vous sûr de vouloir procéder de cette manière ?» a demandé Henri. « Je ne veux pas, Henri, » ai-je dit doucement. « Mais je le dois. Ce n'est que lorsque la vérité sera exposée qu'ils cesseront de se mentir à eux-mêmes. » Cette nuit-là, il n'y avait pas de lune, juste les lampadaires qui baignaient le chemin de pierre à l'entrée. Je me suis assise dans le bureau, regardant les photos que Marguerite avait prises de moi des années auparavant. Dans ma tête, la voix d'Éléonore résonnait. S'ils franchissent cette porte, cela signifie qu'ils entrent dans leur propre crime. Vers minuit, Henri a frappé doucement. « Madame Lambert » a-t-il chuchoté.
Le système vient de signaler un mouvement dans le jardin arrière. Je me suis levée et j'ai saisi mon téléphone. Sur l'écran se trouvaient 2 silhouettes, un homme et une femme, ouvrant discrètement la porte arrière. Je les ai reconnus instantanément. Mélissa et David. David titubait. Il avait bu. Mélissa portait un grand sac, sa lampe de poche, balayant les murs comme si elle cherchait quelque chose. En regardant cela, mon cœur s'est alourdi. « Elle a vraiment osé !» a murmuré Henri. J'ai fait signe de faire silence. Laissons-les penser qu'ils sont toujours en sécurité. En bas, Mélissa a sifflé. « Le seau doit être dans le coffre-fort. Ouvre-le. Dépêche-toi avant qu'elle ne se réveille. » David a secoué la tête, la voix tremblante. « Mélissa, je ne suis pas sûre de ça. Maman ne mérite pas ça. »« Ne sois pas faible, » a-t-elle claqué, lui serrant le bras. « Qu'est-ce que tu crois ? Elle squatte cette maison. Ça devrait être à nous. Si on obtient le sceau, on peut légitimer le transfert. » Elle s'est penchée sur le coffre-fort et a tapé le code, un numéro que j'avais délibérément laissé presque correct, mais avec le dernier chiffre erroné. Quand il ne s'est pas ouvert, Mélissa a frappé du poing contre l'acier. « Merde, cette vieille a changé le code. » David a reculé, passant la main dans ses cheveux. « J'en ai marre, Mélissa. Allons-nous-en. »« Non, tu dois m'aider. » Leur dispute a résonné dans le silence. Puis, bip. L'alarme s'est allumée, des lumières rouges clignotant. Depuis la salle de sécurité, Henri a déclenché la sirène, et elle a rugi dans toute la maison. David s'est figé, l'alcool semblant s'évaporer. Il s'est tourné vers Mélissa, paniqué. « Mon Dieu, qu'as-tu fait ?»« Tais-toi !» a crié Mélissa, cherchant à tâtons à éteindre l'alarme et échouant. « Ne reste pas planté là. Aide-moi à cacher les papiers. »« Non, je ne peux pas. » À ce moment-là, toutes les lumières de la maison se sont allumées. Du haut de l'escalier du premier étage, je suis descendue, mon ombre s'étirant longuement sur le parquet. Ma voix était calme et froide. « Vous n'avez plus besoin de chercher. Je m'y attendais déjà. » Mélissa s'est retournée, le visage blême. « Qu'est-ce que tu fais ici ?»« J'habite ici, Mélissa, » ai-je dit lentement. La vraie question est, qu'est-ce que vous faites ici à minuit avec de faux documents et un mari ivre à vos côtés ? David a laissé tomber le sac, la tête baissée. « Maman, je suis désolée. » Mélissa a reculé en bégayant. « Non, ce n'est pas ma faute. C'est la sienne. Il m'a forcée à le faire. Il a dit que nous avions besoin d'argent pour payer des dettes. »« Vraiment ?» J'ai incliné la tête, les yeux comme de l'acier. Je suis sûre que la police sera très intéressée par cette explication. Des sirènes ont retenti au portail. Henri avait appelé Éléonore et elle avait contacté la police tout en apportant le dossier complet, des copies de l'accord falsifié, les enregistrements audio et la vidéo de sécurité fraîchement tournée. Lorsque les officiers sont entrés, Mélissa était toujours sous le choc. L'un d'eux lui a lu ses droits pour violation de domicile et tentative de vol d'actifs. « Quoi ? Vous ne pouvez pas m'arrêter ?» a-t-elle crié, se débattant alors qu'ils lui passèrent les menottes. « Je suis la belle-fille légale. Je protège les biens familiaux. » Éléonore a franchi la porte d'entrée, sa voix calme comme un verdict. « Mademoiselle Mélissa Carter, l'épreuve documente vos actions. Des papiers falsifiés aux appels enregistrés avec votre comptable, Clara, concernant l'utilisation d'une signature numérisée. Vous avez le droit de garder le silence et vous devriez l'utiliser maintenant. » Mélissa s'est tournée vers moi, les yeux flamboyants de fureur. « Tu m'as piégée, misérable vieille femme. Tu as tout gâché pour moi. Je suis restée là et je n'ai rien dit. J'avais l'habitude de craindre cette voix, de l'esquiver pendant des années, mais maintenant,
elle n'avait plus de poids. « Non, Mélissa, ai-je dit doucement. Je n'ai rien gâché. J'ai juste arrêté de te laisser me marcher dessus. » 2 officiers l'ont emmenée. Les pas ont résonné sur le carrelage, mêlés à des cris qui se sont estompés dans le néant. Quand la porte s'est refermée, il n'y avait plus que le silence et la respiration haletante de David. Il s'est effondré sur une chaise, la tête dans les mains. « Maman, je suis désolée. Je n'ai pas pu l'arrêter. J'ai été trop faible. » Je me suis approchée et j'ai regardé mon fils, l'homme qui m'avait un jour rempli de fierté, maintenant une ombre fatiguée. Je n'ai pas pleuré. Mes larmes avaient séché il y a longtemps. « David, ai-je dit, d'une voix douce mais ferme. Tu n'as pas perdu ta mère, mais tu te perdras toi-même si tu ne te réveilles pas maintenant. » Il a levé les yeux, rouges. J'ai posé ma main sur son épaule, sentant cette main tremblante comme celle du petit garçon qui tenait la mienne après son premier match de football. « Va te reposer, ai-je dit. Demain est un autre jour. » Le lendemain matin, l'histoire était partout dans les nouvelles locales. Complot de saisie d'actifs déjoué, une femme de 66 ans gagne le respect de la ville. Hélène Lambert, propriétaire du domaine du Bois, a travaillé avec son avocate et la police pour dénoncer un stratagème de transfert falsifié orchestré par sa propre belle-fille. Des photos de moi debout devant la galerie, cheveux argentés, regard stable, ont inondé le web. Certains m'ont appelé un symbole de la force à un âge avancé. D'autres ont écrit « Elle nous a montré que vieillir n'est pas une faiblesse, c'est une sagesse aiguisée par la douleur. » Éléonore a apporté le journal et l'a posé sur la table à thé. Vous voyez, la justice peut arriver tard, mais elle arrive quand même. J'ai souri légèrement. Non, Éléonore, ce dont j'avais besoin, ce n'était pas la justice, c'était la libération. Dehors, Henri taillait les orangers, une légère brise transportant leur doux parfum à travers la clôture. J'ai levé les yeux vers le ciel lumineux d'Aix-en-Provence, ressentant une paix étrange et profonde. Enfin, cette maison appartenait vraiment à la lumière. Plus d'ombre, plus de peur, plus de voix méprisantes dans la cuisine. Et moi, Hélène Lambert, autrefois forcée de faire la vaisselle au dîner de Noël de mon propre fils, je me tenais maintenant dans une maison ensoleillée, libre, forte, pleinement moi-même. Une semaine après cette nuit chaotique, Aix-en-Provence semblait de nouveau paisible. La lumière du matin se déversait à travers les fenêtres, remplissant la pièce du parfum des premières oranges mûres, le parfum que Marguerite disait être réservé au nouveau départ. J'étais assise dans le salon. Un gros titre s'étalait sur la première page. Une femme de 66 ans déjoue une tentative de détournement d'actifs. La France ne peut s'empêcher de pleurer. L'histoire allait plus loin que ce à quoi je m'attendais. Ils racontèrent ma vie, comment j'avais été rabaissée, comment on m'avait ordonné de faire la vaisselle au dîner de Noël de mon propre fils, et la nuit où j'étais descendue des escaliers et avais calmement affronté les comploteurs. L'article se terminait par une phrase que je n'oublierai jamais. Certaines personnes gagnent par la force, d'autres par l'intellect. Hélène Lambert a gagné avec dignité. Éléonore m'a apporté une tasse de thé et a souri. Vous êtes officiellement une icône maintenant. J'ai laissé échapper un petit rire et j'ai secoué la tête. Je veux juste une vie tranquille. Mais si mon histoire aide quelqu'un à se relever, alors ça en vaut la peine. Mélissa a été placée en détention provisoire pendant l'enquête. 2 jours plus tard, les chefs d'accusation ont été rendus publics. Faux et usage de faux, en écriture et violation de domicile. Son avocat a tenté de négocier, mais les preuves étaient trop claires. Lorsque l'audience préliminaire s'est terminée,
Je ne me suis pas sentie triomphante. Je me suis sentie triste pour une femme intelligente qui avait toutes les chances de vivre décemment, mais qui a choisi la cruauté à la place. Ce soir-là, David est venu chez moi. Il est resté longtemps au portail, comme s'il ne pouvait pas se décider à entrer. Henri l'a ouvert et m'a appelé. David avait l'air plus mince, des cernes sombres sous les yeux, une chemise froissée. Il n'a pas parlé, a juste baissé la tête. J'ai commencé. « As-tu mangé ? Entre. » Nous nous sommes assis dans la cuisine, une lumière chaude se répandant sur la vieille table en bois. David est resté silencieux un long moment, puis a finalement parlé, la voix rauque de honte. « Maman, je suis désolée. Je ne sais pas par où commencer. Je l'ai laissé me contrôler pendant des années. Je l'ai laissé t'appeler un fardeau. Et je l'ai cru. Je n'ai pas pris ta défense. Je ne t'ai pas protégé. Je suis resté silencieux comme un lâche. J'ai regardé mon fils, l'homme que j'avais autrefois cru fort, maintenant tremblant comme un enfant perdu. J'ai pris sa main et j'ai dit doucement « David, je n'ai pas besoin que tu me protèges. Ce dont j'ai besoin, c'est que tu ne te perdes pas toi-même. » Il a levé les yeux, humide. « C'est déjà fait, maman. J'ai perdu mon mariage et j'ai perdu confiance en moi. » « Non, tu as juste besoin de recommencer, » ai-je dit. Parfois, nous devons tout perdre pour voir qui nous sommes vraiment. Il a hoché la tête, s'étouffant. J'ai demandé le divorce. Je ne peux plus vivre dans l'ombre de quelqu'un d'autre. Je suis restée silencieuse. Je savais que dire ces mots demandait du courage. Je me suis levée, j'ai ouvert un tiroir et j'ai sorti une vieille photo. Sur celle-ci, David, à 8 ans, était assis sur les marches de notre porche, les yeux brillants alors qu'il tenait un appareil photo jouet que je lui avais donné. Je l'ai placé dans ses mains et j'ai dit « À l'époque, tu regardais le monde avec des yeux clairs. Retrouve ces yeux, mon fils. Pas pour me faire plaisir, mais pour te libérer. » David a pressé la photo contre sa poitrine, laissant les larmes couler sans les cacher. Dans les jours qui ont suivi, il s'est installé dans la maison d'amis derrière la galerie. Il a commencé à aider Henri dans le jardin, puis m'a aidé à préparer la prochaine exposition. Il travaillait tranquillement, l'air chaud et facile, comme lorsque David était un garçon. Un après-midi, je l'ai vu essuyer un cadre, la lumière du soleil rendant son visage paisible. Je me suis approchée et j'ai posé une main sur son épaule. Il s'est retourné et a souri. Vraiment souri. Je ne me suis pas senti vivant depuis longtemps, maman. J'ai souri en retour. Bien, je n'ai pas besoin d'un fils parfait. J'ai juste besoin du vrai toi. La nouvelle de l'affaire s'est répandue. La presse a continué d'écrire, m'appelant cette fois la matriarche de Noël qui s'est défendue. Ils l'ont présentée non seulement comme une histoire judiciaire, mais comme un symbole pour les femmes âgées qui se lèvent lorsqu'elles sont méprisées. Un matin, j'ai reçu une enveloppe à l'ancienne du Maine-et-Loire. À l'intérieur, une écriture que j'ai reconnue immédiatement. Mademoiselle Adam, ma professeure principale du lycée. La lettre disait « Chère Hélène, j'ai lu ton histoire dans le journal et j'ai pleuré. Tu étais la fille qui se tenait devant la classe et disait « Les femmes devraient avoir leur propre voix. » Plus de 40 ans plus tard, tu l'as toujours, plus forte que jamais. Merci d'aider les femmes plus âgées comme moi à croire que nous avons encore de la force et que nous pouvons encore recommencer à n'importe quel âge. J'ai plié la lettre et l'ai glissée dans mon journal. Dehors, une brise a poussé la fenêtre, transportant le parfum des fleurs d'oranger dans la pièce. Ce soir-là, j'ai écrit la dernière ligne dans le journal qui m'avait suivi tout au long de ce voyage. Ce n'est pas un miracle, c'est juste la première fois que je me suis choisie. Et quand on se choisit soi-même,
la vie commence à changer. Le temps a passé et la vie s'est installée. Mais à l'intérieur de moi, quelque chose continuait de me pousser. Je ne voulais pas que mon histoire se termine simplement par un article. J'ai dit à David et Éléonore, je veux lancer un cours de photographie gratuit pour les femmes âgées, un endroit où elles tiennent un appareil photo et racontent leurs histoires de vie avec des images, avec de la lumière, pas avec des larmes. David m'a regardé et a souri. C'est une idée merveilleuse, maman. Ainsi, chaque samedi, la galerie de l'Hôtel du Bois se remplissait de rires. Des femmes aux cheveux argentés, anciennes infirmières, enseignantes, veuves et femmes au foyer, tenaient maintenant des appareils photos, les mains tremblantes mais impatientes, alors qu'elles prenaient les premières photos de leur vie. Je leur ai montré comment remarquer la lumière, comment cadrer les mains et les yeux, ou simplement le soleil sur une tasse de thé. Chaque fois qu'elles souriaient, parce qu'elles avaient capturé un beau moment, mon cœur se réchauffait. « Vous n'avez pas besoin d'être génial », disais-je souvent. Photographiez simplement pour vous souvenir que vous êtes toujours en vie, que vous regardez toujours, que vous voyez toujours. Un jour, après le cours, une femme nommée Lise m'a serrée dans ses bras, la voix tremblante. Je pensais que j'étais inutile. Mais aujourd'hui, en regardant à travers l'objectif, j'ai réalisé que j'ai encore quelque chose à aimer. J'ai serré sa main et j'ai chuchoté. « Personne n'a plus à faire la vaisselle dans la vie de quelqu'un d'autre, Lise. À partir de maintenant, nous n'avons qu'à laver nos propres cœurs. » Cet après-midi-là, quand tout le monde était parti, je suis restée seule dans la galerie. La lumière tardive se déversait par les fenêtres et rebondissait sur la photo de Marguerite et moi. J'ai souri. À la table, David encadrait un nouveau tirage, un que j'avais pris de la classe d'aujourd'hui. Il l'a levé et a demandé « Où veux-tu celui-ci » J'ai regardé autour de moi et j'ai montré le mur blanc face à l'entrée. « Juste là », ai-je dit, pour que quiconque entre sache que cet endroit n'expose pas seulement des photos. Il expose la liberté de personnes autrefois considérées comme faibles. La lumière dorée du soir a baigné le verre, scintillant comme une petite flamme. J'ai murmuré « Pas pour quelqu'un d'autre, juste pour moi. J'ai fait la vaisselle toute ma vie, ça suffit. Je choisis l'appareil photo et ma propre vie. » Dehors, les vagues lointaines roulaient, se mêlant aux rires des femmes qui partaient au portail. À ce moment-là, j'ai su que mon voyage était entièrement bouclé. Pas avec des larmes, mais avec de la lumière. 1 an après tout cela, Aix-en-Provence semblait plus douce, plus chaleureuse. Les orangers dans le jardin arrière étaient en pleine floraison, leur parfum flottant sur le porche. Chaque matin, lorsque la lumière du soleil touchait la nouvelle enseigne à l'avant, mon cœur battait encore la chamade. Sur cette enseigne se trouvaient les mots que j'avais choisis, gravés dans un métal brillant, la lumière revenue. Ce n'était pas seulement le nom de l'association que j'avais créée à partir des bénéfices de la galerie. C'était un rappel pour moi et pour chaque femme dont la lumière avait été obscurcie. Après la première exposition réussie, beaucoup sont venus non seulement pour voir des photos, mais pour se retrouver. Des femmes dans la 50aine, la 60aine, même la 70aine, celles qui avaient été mises de côté par leurs enfants, méprisées par leurs belles-filles ou leurs beaux-fils. Des femmes qui avaient passé leur vie à servir les autres et à qui on n'avait jamais demandé « Es-tu heureuse ?» Je me souviens d'un matin d'automne où une femme aux cheveux gris, nommée Jeanne, est entrée dans la galerie. Elle m'a saisi les mains et s'est étouffée. « J'ai lu votre histoire dans le journal. Mon fils m'a mise à la porte aussi. Ils ont dit que j'étais inutile, que tout ce que je savais faire, c'était cuisiner et nettoyer. Mais quand j'ai vu votre photo hier soir dans l'orangerie, j'ai pleuré. Je veux apprendre à tenir un appareil photo comme vous l'avez fait. » J'ai serré Jeanne dans mes bras, sentant quelque chose se briser en moi.
pas de la douleur, mais une profonde parenté. Dans ses yeux, j'ai vu mon ancien moi, une femme qui avait perdu sa voix et essayait de la retrouver en silence. À partir de ce moment-là, mon cours est devenu plus que de la photographie. C'est devenu une guérison. J'ai écouté leur partage. Une femme dont la belle-fille lui interdisait de voir son petit enfant. Une veuve dont le fils l'a forcée à vendre sa maison pour des soins plus faciles. Quelqu'un qui a quitté son emploi parce que son mari disait que les femmes plus âgées ne devraient pas travailler. Elle parlait. J'écoutais et je mettais un appareil photo dans leurs mains. Photographier, disais-je. Pas besoin que ce soit joli, juste honnête. Chaque photo prouve que vous êtes toujours là. Et les images sont venues, imparfaites, mais débordantes de vie. La lumière du soleil sur une fenêtre, des mains ridées, une tasse de thé fumante. Je les ai rassemblées et les ai accrochées sur un mur dédié dans la galerie, appelant la collection « Femmes qui restent debout ». Alors que le fond, la lumière revenue, s'est fait connaître, des groupes communautaires ont proposé des partenariats. J'ai utilisé tous les bénéfices des ventes et des expositions pour soutenir les femmes âgées victimes de violences psychologiques à la maison, avec une aide juridique, un logement temporaire et des ateliers de compétences pour qu'elles puissent être autonomes. Chaque fois que je regardais une femme quitter le bureau avec des yeux plus brillants, je remerciais silencieusement Marguerite. Sans ce qu'elle m'avait laissé, je serais peut-être encore une ombre dans une vieille cuisine. Un jour, Éléonore a apporté une invitation de l'université d'Aix-Marseille. Elle a souri. Ils veulent que vous parliez à une conférence intitulée « Vieillir n'est pas une faiblesse ». Voulez-vous accepter ? J'ai hésité. Je n'ai jamais parlé devant une si grande foule. Mais vous avez parlé à la vie, a dit Éléonore. Racontez simplement ce que vous avez vécu. Le jour de la conférence, la salle était comble. Je suis montée sur scène sous des applaudissements doux et j'ai regardé la première rangée. Parmi les inconnus, j'ai vu le visage calme de David, les yeux brillants de fierté. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé. Je pensais que « vieux » signifiait « fini », qu'une fois nos enfants grands, nous devrions nous retirer, être silencieuses et raisonnables. Jusqu'à une nuit de Noël où j'ai été invitée dans la cuisine pour faire la vaisselle comme une employée. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'avais fait la vaisselle toute ma vie, pas seulement dans les cuisines, mais dans des relations qui me rapetissaient. La salle est devenue silencieuse. Je leur ai raconté comment je m'étais levée, non pas avec rage, mais avec dignité et clarté. J'ai parlé de Marguerite, de l'héritage, de réapprendre à utiliser l'appareil photo et de me revoir moi-même. Cette nuit-là, ai-je dit, la voix brisée, je n'ai pas seulement arrêté de faire la vaisselle. J'ai rincé ma vieille vie, la peur et les mots qui m'avaient fait croire que j'étais faible. Quand l'eau est devenue claire, j'ai vu mon vrai visage, une femme qui avait encore de la force. J'ai fait une pause. Sous la lumière chaude, j'ai vu David baisser la tête alors que des larmes coulaient sur ses joues. Pour la première fois, le raconter ne faisait pas mal. C'était léger. J'ai terminé par une phrase que je crois que tout le monde a besoin d'entendre. Vous n'avez pas besoin de redevenir jeune, vous avez juste besoin de vous souvenir de la force que vous avez toujours eue. La salle a éclaté en applaudissements qui n'en finissaient plus. Les gens se sont levés. Beaucoup essuyaient des larmes. Beaucoup souriaient. Beaucoup m'ont serré dans leurs bras après. Un journaliste a demandé « Pensez-vous être une source d'inspiration ?» J'ai secoué la tête. Je suis juste une personne qui a osé dire « ça suffit ». Les femmes qui se sont levées avec moi, ce sont elles le vrai miracle. Le lendemain, les réseaux sociaux se sont remplis de photos de l'événement.
Un cliché de moi sur scène, la lumière sur mon visage, s'est répandue partout. En dessous, les gens écrivaient « La grand-mère au courage est de retour ». Et cette fois, elle amène avec elle toute une génération de femmes qui refusent le silence. Je n'ai pas lu tous les commentaires, mais un m'a fait m'arrêter. Merci Hélène, on m'a forcé à faire la vaisselle chez moi aussi. Ce soir, je pose le tablier. J'ai souri doucement, les larmes aux yeux, mais le cœur chaud. Dehors, dans le jardin, le soleil tardif se déversait sur les orangers et éclairait l'enseigne, la lumière revenue. Je suis sortie sur le porche et j'ai pris une longue inspiration. À l'intérieur de la galerie, David accrochait de nouveaux tirages et mes femmes préparèrent la prochaine exposition. Celle qui reste debout, partie 2. J'ai levé les yeux vers le ciel rosé et un murmure s'est élevé en moi. Marguerite, la lumière est vraiment revenue. Et pour la première fois depuis des années, je n'ai pas seulement vu la lumière à travers un objectif. Je l'ai sentie dans mon propre cœur. 1 an est passé plus vite que je ne l'aurais cru. Noël a enveloppé Aix-en-Provence de lampes dorées brillant sur les vieilles briques. De la fumée s'enroulait des cheminées dans le froid. Des fenêtres de la galerie, j'ai regardé la rue pavée où des gens en pull rouge se tenaient la main et j'ai réalisé que je souriais. Il y a 1 an, je tremblais dans une cuisine, commandée avec des rires à mes dépens. Aujourd'hui, je me tenais dans ma propre maison, celle que Marguerite m'avait laissée, où la lumière était revenue. La lumière revenue est maintenant une étape appréciée dans la ville. Des photos de femmes âgées souriantes, la lumière reposant sur des visages ridés, ont fait le tour des magazines. Mais ce dont je suis le plus fière, ce n'est pas l'attention. Ce sont les personnes qui sont sorties de leur propre ombre. Chaque fois que je parcours la galerie et que je vois des images de Jeanne, de Lise, de dizaines de femmes qui baissaient autrefois la tête et qui lèvent maintenant le menton, je remercie silencieusement le destin. Nous n'avons laissé personne nous définir par l'âge ou le mépris. David vit à Aix-en-Provence maintenant, près de la galerie. Il a finalisé son divorce et a commencé une nouvelle vie. Il enseigne la photographie aux enfants du centre communautaire et m'aide parfois à planifier des expositions. Je n'oublierai jamais le matin où il est entré en tenant une vieille boîte en bois. « J'ai quelque chose pour toi », a-t-il dit en la posant. À l'intérieur se trouvait le Polaroid abîmé que je lui avais donné quand il avait 10 ans, nettoyé et fonctionnant toujours. « Je veux que les enfants l'utilisent », a-t-il dit, pour qu'ils sachent qu'une bonne image n'est pas dans l'appareil, mais dans le cœur qui est derrière. J'ai regardé mon fils, ses yeux clairs comme avant. Pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti la paix entre nous. Pas la paix du silence, mais celle de la compréhension et du pardon. « Tu t'es retrouvé », ai-je dit. Il a souri. « Grâce à toi. Tu m'as appris que se tenir droit n'est pas de la dureté. C'est refuser de se plier à la peur. » Et Mélissa. Les nouvelles ont dit qu'elle avait eu 2 ans de détention à domicile. J'ai entendu dire qu'elle avait quitté la région et vivait maintenant tranquillement quelque part à la campagne avec ses parents. Je n'ai ressenti ni joie ni colère. Parfois, la chose la plus dure n'est pas la vengeance, c'est de laisser quelqu'un se faire face à lui-même. Éléonore m'a un jour demandé si je voulais revoir Mélissa. J'ai secoué la tête. Pas besoin. Elle est le chapitre clos d'un vieux livre. Je n'ai pas l'intention de le relire. Ce Noël, j'ai décidé d'organiser une petite fête à la galerie. Pas tape à l'œil ni bruyante, juste simple et sincère. J'ai invité les femmes du cours, quelques vieux amis de Marguerite et bien sûr David. À 19h, les lumières chaudes de la galerie brillaient sur les briques et les cadres argentés. L'air était rempli de vin chaud
et de biscuits au gingembre. Les gens étaient simplement vêtus, mais leurs visages brillaient. Je me tenais dans la pièce et je regardais les femmes qui pleuraient autrefois sur mon épaule rire. Maintenant, près du foyer. Jeanne coupait le gâteau. Lise versait le vin. Et Hélène, celle dont la fille lui interdisait autrefois de quitter la maison, taquinait les enfants. Personne ne portait de tablier. Personne ne faisait la vaisselle. Les rires se mêlaient aux chants de Noël, si chaud que j'ai failli pleurer. David s'est approché avec un grand cadre enveloppé de papier rouge. « Maman, j'ai un cadeau » a-t-il dit. La pièce est devenue silencieuse alors qu'il retirait le papier. À l'intérieur se trouvait une photo de moi souriant, prise lors d'un cours de printemps. Un vrai sourire, non forcé, non caché. En dessous, de son écriture, « C'est ma mère, celle qui m'a appris à me tenir droit. » Je n'avais pas de mots. J'ai touché le verre comme si je touchais toute ma vie. Des applaudissements se sont élevés et Jeanne m'a tendu un verre de rouge. J'ai souri et je l'ai levé. Merci à tous. Cette année, je ne veux dire qu'une chose. Tous les yeux se sont tournés vers moi. J'ai souri, doucement mais clairement. Cette année, je ne fais pas la vaisselle. La salle a éclaté de rire. Les verres se sont entrechoqués et douce nuit a flotté dans l'air. J'ai regardé autour de moi. Des visages autrefois marqués par la tristesse brillaient maintenant sous les lumières. David s'est penché et a chuchoté « Maman, si quelqu'un demande ce qu'est un miracle, je dirais que c'est quand une femme ose dire « ça suffit » et recommence à vivre. » J'ai souri. Alors, nous avons une salle entière pleine de miracles, mon fils. Quand la fête s'est terminée et que tout le monde est parti, je suis restée seule dans la galerie. Le feu brûlait encore, se reflétant dans le miroir, sur mes cheveux argentés. J'ai versé un peu de vin et j'ai marché lentement le long des murs, les photos racontant l'histoire de l'année. Chacune était un rappel. La lumière revient toujours quand nous ouvrons la porte. Je me suis arrêtée devant la photo que Marguerite avait prise de moi à 25 ans. La lumière y flamboyait, mais j'ai réalisé que la lumière maintenant était plus brillante, car elle ne venait plus de l'extérieur. Elle brillait de l'intérieur. J'ai parlé doucement, comme si Marguerite pouvait encore m'entendre. Tu vois, j'ai retrouvé la lumière. La neige a commencé à tomber. Je me suis approchée de la porte et j'ai doucement fermé la galerie. Le vent s'est engouffré dans les orangers sans feuilles, transportant la terre humide et le froid de l'hiver. Sous les lampes, les flocons de neige scintillaient comme 1000 petites lumières, comme la bénédiction de Noël du destin. J'ai levé les yeux et j'ai souri. Une voix calme à l'intérieur a dit « J'ai passé trop d'années à plaire aux autres. Maintenant, je veux juste vivre en accord avec moi-même. » Et dans la neige qui tombait, je me suis sentie libre, comme une petite lumière, assez chaude pour adoucir tout l'hiver. Après que tout soit devenu calme, j'ai réalisé qu'il restait une chose à faire, raconter mon histoire à ma manière. Pas à travers des articles ou des interviews, mais avec des mots simples et honnêtes, comme la vie que j'avais vécue. J'ai passé ce printemps à écrire dans la pièce lumineuse de la galerie. Tôt le matin, je préparais une tisane à l'orange et au miel, j'ouvrais les fenêtres à la brise et je tapais, souvenir après souvenir. Chaque phrase a apaisé une vieille blessure. Chaque page m'a rapproché de la paix. J'ai intitulé mes mémoires « Pas la mère de quelqu'un, mais moi ». Les gens ont souri en l'entendant, mais je savais pourquoi. Pendant des années, j'ai essayé d'être une bonne mère, la mère parfaite, la mère endurante, jusqu'à ce que j'oublie que j'étais aussi moi, une personne avec des sentiments, des limites et mes propres rêves. Ce n'était pas long, un peu plus de 200 pages, mais chacune contenait un morceau de mon cœur.
J'ai écrit sur cette nuit de Noël où on m'a ordonné de faire la vaisselle, l'appel d'Éléonore, la maison à Aix-en-Provence, la nuit de la lumière et la contre-attaque finale. Surtout, j'ai écrit sur le réveil d'une femme qui semblait vieille, mais qui a appris à vivre pour la première fois. Je ne m'attendais jamais à ce que mes modestes mémoires soient accueillies comme elles l'ont été. Les journaux l'ont citée, le qualifiant de « déclaration de dignité pour les femmes âgées ». Les lecteurs ont envoyé des lettres disant qu'ils avaient pleuré, qu'ils s'étaient vus dans les pages, qu'eux aussi voulaient arrêter de faire la vaisselle dans la vie de quelqu'un d'autre. Une chaîne de télévision locale m'a invité à partager mon histoire. Je me suis assise dans le studio, les lumières sur mes cheveux argentés, mais je ne me sentais plus timide. L'animateur m'a demandé « Si vous pouviez envoyer un message aux femmes qui ont été méprisées, que diriez-vous » J'ai souri et j'ai regardé droit dans l'objectif. Si vous avez déjà été méprisé, souvenez-vous de ceci. Vous avez toujours le choix. Vous pouvez choisir le silence ou vous pouvez choisir de parler. Vous pouvez choisir d'endurer ou vous pouvez choisir de vous lever. Et quand vous vous choisissez, ne serait-ce qu'une seule fois, votre vie changera de cap. Cette émission a été partagée des milliers de fois. Quelqu'un m'a envoyé un message pour me dire que sa mère avait ressorti sa machine à coudre après des années d'interdiction. Quelqu'un d'autre a dit que sa grand-mère avait recommencé à prendre des cours d'art. Quant à moi, je me suis simplement assise tranquillement sur le porche, lisant chaque message, laissant couler des larmes de bonheur. Maintenant, chaque après-midi, je m'assois sur le porche avec mon vieil appareil photo à la main. Je photographie les couchers de soleil, l'orangeraie et les femmes qui rient au soleil. J'enseigne toujours le cours de photo, j'écoute toujours leurs histoires et je crois toujours que tout le monde peut retrouver sa lumière s'il est prêt à s'ouvrir. Parfois, David passe avec un café au lait. Nous nous asseyons tous les deux et regardons le ciel devenir orange, sans rien dire, juste en souriant. Il dit « Je ne t'ai jamais vue aussi heureuse ». Je réponds « C'est parce que maintenant, je n'ai plus besoin de me venger de qui que ce soit. J'ai juste besoin de vivre assez magnifiquement pour qu'il regrette de m'avoir un jour rabaissé. » Le coucher de soleil baigne mes cheveux, scintillant à travers l'objectif si vivement que je dois plisser les yeux. J'appuie sur le déclencheur. Clic. Un moment capturé, non pas de victoire, mais de liberté. Cette nuit de Noël, j'ai déverrouillé la porte de la galerie une dernière fois, et je suis sortie. Une légère neige tombait sur la rue, chaque flocon scintillant sous les lampes chaudes. Je suis restée immobile, j'ai pris une profonde inspiration d'air froid, et j'ai senti chaque fardeau s'envoler. Dans ma tête, j'ai entendu les vieux mots de Marguerite. Si un jour tu oublies qui tu es, va retrouver la lumière. J'ai souri et j'ai murmuré dans le vent. Marguerite, je l'ai trouvée. Et maintenant, je vais aider les autres à trouver leur lumière aussi. Je suis rentrée et j'ai doucement fermé la porte derrière moi, laissant le son doux de la neige qui tombe et les lumières brillantes à l'extérieur. Mon histoire se termine ici, pas avec des larmes, pas avec de la colère, mais avec de la lumière, du pardon et de la liberté. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la toute fin de ce voyage. Je ne sais pas d'où vous écoutez, peut-être de Paris, de Lyon ou de la côte bretonne, mais je sais une chose avec certitude. Quelque part près de chez vous, il y a une mère, une grand-mère, une femme qui a été méprisée comme je l'ai été. Si vous avez vu leur voix être étouffée, racontez cette histoire. Partagez-la dans les commentaires pour que je puisse la lire, l'écouter et vous aider à répandre la force des femmes qui osent dire « ça suffit ». Et si mon histoire vous a fait sourire, s'il vous plaît, aimez, abonnez-vous et continuez à marcher avec moi et avec d'autres femmes fortes.
alors que nous apportons de la lumière aux hivers silencieux. Je suis Hélène Lambert, et ceci, c'est le premier Noël où je suis vraiment moi.